Congrès pour la démocratie et le progrès. 75 militants, dont plusieurs cadres historiques du parti au pouvoir, ont annoncé officiellement leur démission. Et de son côté, l'opposition politique au Burkina Faso affûte ses armes pour une marche-meeting le 18 janvier. Sa position toujours invariable, non au Sénat et à la révision de l'article 37. C'est l'actualité politique dans ce journal. Également dans ce journal, la montée des couleurs désormais remise au goût du jour. Une décision gouvernementale qui a pour ambition le renforcement de la cohésion sociale. Le gouvernement ivoirien qui monte au créneau contre l'insécurité routière. Une vaste campagne de sensibilisation et de répression est en cours. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Une très bonne et heureuse année 2014 à tous et à chacun. Voilà, nous ouvrons donc ce journal par cette démission massive au sein du parti au pouvoir au Burkina Faso. 3 personnalités historiques quittent le Congrès pour la démocratie et le progrès et avec elles, plus de 70 militants qui ont marqué la vie du parti majoritaire. La nouvelle a été annoncée à travers une lettre ouverte au secrétaire exécutif national du CDP. Il dénonce de nombreuses dérives dans la gestion du parti. Adjima David Tiombiano. Par la présente, nous vous signifions notre profond désaccord sur la conduite et l'orientation actuelle du parti. C'est la première phrase d'une lettre qu'une soixantaine de membres du bureau politique du CDP adressent au secrétaire exécutif national pour signifier leur démission du parti au pouvoir. Parmi les signataires, ceux qui furent pendant longtemps numéro 1, numéro 2 et numéro 3 du CDP. Roch-Marc Christian Kaboré, président du parti pendant plus de 10 ans, entre 1999 et 2011, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Deuxième nom sur cette liste de démissionnaires, Salif Diallo, ancien vice-président en charge de l'orientation politique du parti, qui fut le tout-puissant ministre de la plupart des gouvernements successifs de Blaise Compaoré entre 1989 et 2008. Et Simon Compaoré, qui fut secrétaire général du CDP et pendant près de 17 ans, maire de Ouagadougou. À la suite de ces 3 leaders historiques, on retrouve d'anciens ministres, d'anciens députés, des personnalités de poids, tous membres fondateurs du Congrès pour la démocratie et le progrès, qui ont contribué à asseoir la puissance du CDP. On retrouve des défenseurs de la ligne comme Basile Guissou, Jean-Marc Palme, Komi Sambo, ancien président de la Cour suprême, Clément Sawadogo, ancien ministre de l'administration, Laya Sawadogo, ancien ministre des enseignements secondaires, supérieurs et de la recherche scientifique, Bissiri Sirima, actuel coordonnateur du MCA Burkina. Les démissionnaires, sans donner quelques détails sur leur projet politique futur, embouchent le même discours que l'opposition. Dans leur lettre, ils soulignent ces mots: nous sommes en train d'assister à des tentatives d'imposer la mise en place du Sénat au forceps et à des velléités de réviser la Constitution dans le but de sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels dans un contexte où le peuple est profondément divisé. Fin de citation. Et cette démission, comme il fallait s'y attendre, fait couler depuis le 4 janvier, date de l'annonce, beaucoup d'encre et de salive. La nouvelle, qui suscite pas mal d'interrogations au sein des populations, a également été saisie par la presse écrite. Des éditorialistes de certains journaux de la place ont bien voulu confier leur analyse sur la question à Bouma Ernest Nebié. J'avoue que ça nous a un peu surpris, mais pas beaucoup surpris au regard de ce qui se disait par rapport à ce parti. Mais on ne savait pas que ça allait être véritablement d'anciens ténors du parti qui allaient quitter le navire. Mais comme c'est arrivé, on comprend, chaque parti connaît des départs et d'arrivées. C'est la vie même d'un parti politique qui est ainsi. Nous pensons que c'est normal. C'est normal pour un parti politique. L'essentiel est que ces départs-là puissent contribuer à composer le paysage médiatique et à renforcer la démocratie burkinabé. Je constate que c'est un véritable séisme qui vient d'intervenir dans le microcosme politique du Burkina Faso, et c'est sûr que on n'est pas encore
à une situation où les dissidents ont créé un parti politique, mais ce qui est sûr, personne n'est naïf. Ils viennent d'effectuer un grand pas vers la création d'un parti et c'est sûr que les jours à venir, ce parti sera porté à la connaissance officielle du public burkinabé. Vu le nombre de ceux qui quittent et vu le poids qu'ils représentent, il est évident que cela va impacter forcément sur la scène politique nationale. Ce n'est pas... En tout cas, les leaders de ces démissionnaires sont quand même des personnalités assez fortes qui ont tellement duré sur la scène politique. Il faut avouer qu'aujourd'hui, au regard des démissions dont nous sommes informés à travers le Burkina, ils se retrouvent avec une marge sociale assez importante. Ils se retrouvent aussi avec une masse même financière assez importante. Et ils se retrouvent donc avec une marge critique assez importante. Donc ça va impacter forcément. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Pour le moment, on attend les jours à venir pour voir. Ce n'est pas les premiers départs du CDP. Ça ne sera pas certainement le dernier, je crois. Est-ce que cela va apporter un plus dans le jeu politique? Ce n'est pas évident, de mon point de vue, parce que si ces départs-là partaient pour renforcer des partis existants de l'opposition, bon, ça peut effectivement apporter un plus de mon point de vue. Mais si c'est un parti de plus qui vient s'ajouter, je crains que ça ne désorganise quelque peu l'opposition qui était déjà qui avait déjà des difficultés même pour s'organiser, pour avoir une unité d'action. Une démission qui ne saurait échapper à l'opposition politique qui de son côté a réagi à l'annonce. Réaction de satisfaction mais aussi mitigée. Voici quelques avis de certains responsables de partis de l'opposition que Maxime Zongo a recueillis pour nous. Tout mouvement qui vise à affaiblir le CDP est un mouvement qui renforce l'opposition. Et nous ne pouvons que renforcer, encourager ceci pour permettre à l'opposition de se renforcer. Est-ce qu'ils vont venir chez nous? Je pense que ça dépend d'eux. Nous applaudissons le fait qu'ils aient eu le courage de quitter le bateau CDP parce que si le CDP coule aujourd'hui totalement, ça sera pour le bonheur des Burkinabés. Et nous souhaitons cela. Voilà, est une nouvelle qui va largement dominer les échanges ce matin entre l'opposition politique et les hommes de médias. Au siège du chef de file de l'opposition politique, la première conférence de presse va donner le ton pour l'année 2014. Un ton qui, au demeurant, reste invariable. Pas question du Sénat au Burkina Faso ni d'une éventuelle révision de l'article 37. Premier rendez-vous de l'année, une marche meeting le 18 janvier prochain. Des précisions avec Maxime Zongo. Première conférence de presse de l'année 2014, l'opposition politique conduite par Zéphirin Diabré de l'UPC s'est largement exprimée sur les questions ayant trait à l'actualité politique nationale. Après avoir fait le bilan de leur lutte au cours de l'année écoulée, le chef de file de l'opposition et les autres membres de l'état-major permanent de crise se sont ensuite appesantis sur les déclarations du chef de l'État par rapport à l'article 37 et au Sénat. Désormais, le jeu est clair et toutes les manœuvres dilatoires auxquelles nous avons assisté depuis des années ont révélé leurs intentions cachées. Nous sommes donc à une nouvelle étape du combat de notre peuple. En réaction donc à la position du pouvoir en place, l'opposition politique a publié un communiqué pour indiquer la conduite à tenir. Un communiqué qui invite ses militants à la vigilance permanente. Le jeu est désormais clair et l'évolution des choses donne finalement raison à l'opposition politique qui n'a eu de cesse, depuis des années, d'appeler à la vigilance quant aux velléités de révision de l'article 37 de notre Constitution et de dénoncer toutes les manœuvres orchestrées et les subterfuges utilisés pour endormir la conscience du peuple. La principale information issue de cette conférence de presse, la décision de l'opposition d'organiser une journée nationale de protestation le 18 janvier prochain sur toute l'étendue du territoire national pour dire non à la révision
de l'article 37 et à la mise en place du Sénat. Autre point de l'actualité, le gouvernement burkinabé veut renouer avec la montée des couleurs dans l'administration publique. Un acte civique qui participe au renforcement de la cohésion sociale selon le gouvernement. Et c'est le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui donne l'exemple ce matin. Yolande Lompo a suivi ce moment solennel pour nous. Suite à la décision gouvernementale relative à la montée des couleurs le 27 novembre 2013, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale décide de passer à l'acte. Et à l'entame de cette nouvelle année, dès 7 heures, c'est le premier responsable de ce ministère de souveraineté, Yipene Djibril Bassoulé, qui sonne le rassemblement des diplomates. Debout à l'unisson, ils entonnent le ditanier. Cela est un symbole fort. Et je crois que depuis des années, même depuis les années 60, on montait les couleurs depuis l'école primaire, dans les collèges, partout dans toutes les institutions. C'est une très bonne habitude qu'on avait perdue et qu'on est en train de retrouver très heureusement. Je pense que cela va se faire dans tous les ministères, dans toutes les institutions publiques. Partout où flotte le drapeau du Burkina Faso, symbole de notre nation, cette cérémonie-là sera faite une fois par mois. Cette montée des couleurs pour se souvenir que le drapeau est le symbole de l'unité au Burkina devrait leur permettre de bien remplir leur mission diplomatique. Ainsi, chaque premier lundi du mois sera désormais consacré à la montée des couleurs. Nous nous rendons dans les Cascades pour une sensibilisation sur les conditions d'octroi des fonds nationaux en faveur des jeunes créateurs d'entreprises. À Banfora, des explications ont été données en long et en large aux futurs bénéficiaires de ce financement. Et ils étaient une centaine, les jeunes et les femmes, qui ont pris part à cette rencontre d'information organisée par la Direction régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi en collaboration avec la Direction régionale du commerce. Simplice Baro, Karim Sissé. Ils sont encore nombreux, ces jeunes et femmes du Burkina, qui n'ont pas suffisamment d'informations sur les activités des fonds nationaux destinés au financement des petites et moyennes entreprises. C'est sans doute l'occasion pour cette cible de la population de savoir où se diriger pour obtenir des prêts en vue de créer une activité rémunératrice de revenus ou de se mettre à jour vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Il y avait beaucoup de trucs que moi je ne connaissais pas. Bon, surtout les financements là. Voilà. Et puis il y avait des papiers aussi que je n'avais pas. Donc ils ont parlé de tout ça. Donc je vais faire tout pour en tout cas prendre mes papiers. Parmi les fonds nationaux, il y a le fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ qui soutient des projets porteurs. Un fonds dont a bénéficié Gaussou Kone, agriculteur à Tiefora. Pour lui, la rencontre est une aubaine pour les jeunes porteurs de projets de création d'emplois, car le plus souvent, le manque d'informations constitue un blocage pour le démarrage d'un plan d'affaires. Cette rencontre, effectivement, encourage l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, parce que quand on ignore l'existence de ces possibilités, bon, ça peut nous dissuader à l'entrepreneuriat, ça peut nous décourager. Mais quand on a des informations de ces gens, on sait qu'on peut entreprendre et qu'il y a des structures d'accompagnement, ça ne peut qu'apporter un plus. Parmi les mesures gouvernementales prises le 11 septembre dernier pour réduire les conséquences de la vie chère au Burkina, figure un volet renforcement des fonds nationaux visant à accroître le nombre de bénéficiaires. Maintenant que nous sommes là, nous avons pu leur donner l'information juste et utile. Ils pensent réellement qu'ils pourront bénéficier de ces fonds pour l'épanouissement de leurs activités. L'intérêt des jeunes et femmes des Cascades pour le financement de leurs activités rémunératrices de revenus s'est traduit surtout par leur forte mobilisation à cette rencontre. Les étuveuses de riz de Bama, elles ont pris de l'avance et brillent par la qualité de leur travail dans la transformation du riz produit dans la plaine risicole de la localité. Une productivité que l'on veut améliorer en qualité et en quantité. Les productrices n'attendent que cela pour de meilleurs rendements. L'atelier tenu sur la plateforme d'innovation sur la transformation du riz dans cette zone a été suivi d'une visite de terrain. Amadou Lougué.
Bama, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, est longtemps considérée comme étant une zone à forte production de riz. Ici, la culture risicole fait partie des principales activités des habitants. Des tonnes de riz sortent chaque année de ces bas-fonds généralement exploités par des groupements de producteurs. L'Union des groupements d'étuveuses de riz de Bama est l'une des principales structures dans la filière. Avec plus de 20 ans d'expérience, l'Union compte à ce jour 689 femmes réparties dans 9 groupements. Les difficultés à ce jour sont entre autres les débris qu'on retrouve permanemment dans le riz et la qualité de notre riz n'est pas comme ce que nous souhaitons parce que nous ne disposons pas de matériel nécessaire à la transformation. Et le but de cet atelier de 48 heures du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, c'est de mettre en place une plateforme d'innovation sur la transformation du riz dans la plaine risicole de Bama. Nous sommes là pour échanger avec tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur riz pour nous assurer que le tuvage du riz se fait dans les bonnes conditions et que le riz étuvé, le riz non étuvé, en tout cas le riz décortiqué est de qualité suffisante pour permettre à ces femmes-là de le commercialiser. L'atelier devrait permettre d'identifier les potentialités et analyser les contraintes qui entravent la transformation du riz. Ces acteurs pourront également, à l'issue de leurs travaux, formuler des solutions à même de promouvoir la filière riz au Burkina Faso. Elles ont su mettre à profit les financements du projet de promotion de l'agriculture traditionnelle améliorée. Et aujourd'hui, elles sont citées en exemple. Ce sont 3 productrices à Kari dans les Hauts-Bassins. Et donc, c'est non sans une certaine fierté que ces femmes modèles ont présenté leur poulailler aux autorités régionales. Moumouni Barou. Venus des 3 provinces de la région de Haut-Bassin, ces agriculteurs suivent avec attention les conseils pratiques et quelques normes techniques à respecter afin d'améliorer la productivité. À cet effet, 3 promotrices avicoles, toutes bénéficiaires de l'appui du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, PAPSA, ont été ciblées pour s'imprégner de leur expérience. Pour l'instant, le projet ne s'est attelé qu'au menu 1, qui concerne donc l'amélioration de l'habitat en élevant les animaux par catégorie et en mettant des conditions d'espace suffisantes. Comme je l'ai dit, il ne faut pas plus de 4 têtes au mètre carré, 4 à 6 têtes maximum pour les poules traditionnelles. Et deuxièmement, faire de telle sorte que quand il y a des pontes, les poules ne soient pas dérangées par les autres. Donc la maternité là doit être séparée du reste des animaux. Cette activité, à en croire les bénéficiaires, est source de revenus substantiels et cela leur permet d'être autonomes sur le plan financier. J'avais un petit poulailler et grâce au projet, j'ai pu construire un grand poulailler. Cette activité est vraiment rentable. Je l'ai commencé il y a juste 12 mois et j'ai déjà vendu une vingtaine de poulets. Techniquement, il n'y a rien à reprocher. C'est des poulaillers qui sont bien tenus. Le bâtiment en lui-même, techniquement, répond aux normes, bien aéré, bien ventilé. Le premier responsable de la région des Hauts-Bassins a souligné que cette activité répond aux attentes de la politique gouvernementale en ce qui concerne la création des activités rémunératrices au profit de la population rurale. Je lance l'appel à ceux qui sont encore réticents vraiment de suivre l'exemple parce que c'est des poulaillers modèles qu'il faut venir regarder et aller appliquer chez soi. Suivre également les conseils à des encadreurs techniques qui sont là, les agents de l'élevage, il faut les suivre pour qu'on puisse vacciner, déparasiter les poulets. Après la visite commentée, les producteurs ont eu des échanges avec les services techniques de l'élevage pour faire le point. Le constat est jugé satisfaisant dans l'ensemble, mais quelques inquiétudes ont tout de même fait l'objet de débats. Mais une chose est sûre, à souligner le point focal de PAPSA, l'essentiel est de suivre les conseils pour que l'activité soit réellement rentable. Et au titre des réalisations majeures au ministère des Ressources animales et halieutiques pour l'année 2013, on retiendra justement la mise en œuvre de ce projet d'appui à l'aviculture traditionnelle, mais aussi le lancement des activités de l'usine de production d'aliments pour bétail.
On note également la tenue des ateliers régionaux sur la gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Suivons ce bilan dressé par le chef du département à la presse, c'est avec Salinana. C'est le centre de promotion de l'aviculture villageoise que le ministre des Ressources animales et halieutiques a choisi comme cadre pour faire le point des activités menées en 2013 par son département. Le bilan de l'année écoulée est positif selon le premier responsable au regard des projets réalisés, comme celui d'appui à l'aviculture traditionnelle, avec plus de 7000 poulaillers au profit de 351 communes du Burkina, le démarrage des activités de l'usine d'aliments pour bétail et le lancement du projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou. Nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons pu faire parce que nous avons pu le faire avec des moyens qui n'ont pas toujours été à la hauteur, compte tenu bien sûr des capacités de notre pays aussi. Mais je pense que ce qu'il faut saluer ici, c'est surtout la rigueur avec laquelle les techniciens du ministère ont pu atteindre ces résultats avec ces moyens-là. Le secteur des ressources animales et halieutiques est porteur, c'est la conviction du ministre, mais pour y arriver, il va falloir aller au-delà de ce qui a été fait en 2013. L'année qui commence sonne donc comme une continuité et en termes de perspective, de nombreux défis sont à relever. Nous allons très bientôt lancer un autre programme que nous avons appelé un ménage vulnérable, une vache laitière. Ça va consister à permettre dans chaque commune, de quelques régions d'abord, que des ménages vulnérables puissent acquérir une vache laitière et puissent donc faire la production de lait. L'abattoir du poulet est une infrastructure qui s'impose aujourd'hui. Nous voulons donc, à travers une opération pilote, acquérir un certain nombre d'abattoirs mobiles pour l'abattage donc de la volaille. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de production animale et des ressources halieutiques. Pour ce faire, les futures actions seront mieux orientées pour une amélioration des performances et l'atteinte des objectifs du département. Le jumelage coopération entre Dédougou et Douai en France se porte à merveille. Et pour preuve, cette visite du maire de la commune française dans le chef-lieu de la province du Moun pour s'imprégner des réalités de cette coopération. Satisfaction dans les deux camps à la fin de la visite avec des promesses d'amélioration de ce partenariat. C'est Sylvestre Da. Le maire de Douai, une commune de la France à Dédougou. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 10 ans de jumelage coopération entre les deux villes. Occasion pour Jacques Vernier et sa délégation de visiter les réalisations faites dans le cadre du jumelage. Réalisations mises en œuvre par l'ONG SOS Sahel International à travers les projets de coopération décentralisée de Dédougou-Douai. Les interventions à Dédougou et dans les villages environnants ont entre autres permis la mise en œuvre d'un programme eau et assainissement ainsi que d'un programme d'accompagnement aux centres de santé et aux établissements d'enseignement. Des appuis à la production agricole et à la sécurité alimentaire notamment par la création des magasins de voyantage. On note aussi, à l'actif de cette coopération, l'appui à la promotion des technologies de l'information et de la communication et la création des centres multimédia en est un exemple. Le partenariat Douai-Dédougou, ce sont également des échanges culturels entre les deux communes. Les réalisations étaient tellement bien faites que nous sommes tous contents de cela. En dehors de ces visites de terrain, nous avons organisé une soirée culturelle hier soir avec les artistes, les locaux, des danseurs. Et vraiment, c'était tellement bien que le maire était tellement content, il a apprécié ça positivement. Je suis tellement content parce que le volet qu'il couvre, c'est un volet prioritaire dans mon programme. L'eau et l'assainissement. Le jour de mon installation, je l'ai dit, nous mettons l'accent sur l'eau et l'assainissement. Un jumelage coopération, bien sûr, on fait des équipements, on fait des puits, on fait des latrines, mais c'est aussi une relation humaine. Et la relation humaine, pour l'avoir, il faut venir rencontrer les gens. Bon, donc, bien sûr, on ne vient pas de Douai très souvent parce que c'est loin, mais il faut venir de temps en temps, non seulement pour voir les équipements, mais surtout pour voir les gens d'ici. Des délégations parties de Dédougou ont aussi visité Douai à plusieurs reprises. Au regard des fruits de ces mariages jugés fort encourageants de part et d'autre, les deux communes s'inscrivent dans une dynamique de consolidation des acquis. Dynamique matérialisée par la signature de convention de la prochaine phase du projet de coopération décentralisée Douai-Dédougou.
Revenons à Ouagadougou où la question de la sécurité des spectateurs préoccupe les responsables du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou qui ont convié les directeurs des espaces culturels à une formation sur ces aspects sécuritaires. Il s'agit d'intégrer les systèmes de sécurité dans ces lieux pour éviter le pire en cas de catastrophe. On parlera essentiellement sécurisme et prévention des incendies. Zalissa Sanfo, Karim Namouano. Les espaces culturels sont des endroits fréquentés par de milliers de spectateurs. Ils prennent d'assaut ces lieux pour suivre des films, des concerts, des représentations théâtrales et bien d'autres spectacles. Mais leur nombre élevé peut poser des problèmes de sécurité et de sûreté. Dans l'objectif de développer des initiatives susceptibles de faciliter le bon déroulement des spectacles, le CITO a invité les directeurs de spectacles à une réflexion sur la sûreté et la sécurité dans les espaces culturels. On a constaté dans le domaine des espaces, souvent il y a des incendies, il y a des extincteurs et personne ne sait même comment les utiliser. Il faut former des gens aptes au cas où il y a un problème d'incendie, un problème de danger quelconque, qu'on puisse avoir des gens aptes pour intervenir. Cette rencontre va mettre l'accent sur les règles de sécurisme et sur la prévention des incendies. Ceci afin d'encourager ces différents directeurs à intégrer dans les espaces culturels des systèmes de sécurité. Elle devrait aussi leur permettre de porter les premiers secours aux victimes en cas de danger. Un mot de l'actualité hors de chez nous à présent. En Côte d'Ivoire, l'une des priorités du gouvernement en ce début d'année, c'est la lutte contre l'insécurité routière. Les forces de l'ordre et de sécurité sont spécialement mobilisées à travers les grands axes du pays pour une vaste campagne de sensibilisation et de répression. Il faut dire qu'on ne compte plus les accidents mortels sur la seule autoroute Yamoussoukro-Abidjan pour le seul mois de décembre. Et les causes sont toujours l'excès de vitesse et le mauvais état des véhicules. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.